Bonsoir à tous. Merci à toutes et à tous. Je le dis toujours en forme de formule, mais c'est quelque chose qui vient du cœur. Merci d'avoir fait le choix de passer cette journée avec nous, parce qu'il faisait beau aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est toujours le cas quand on sortira, mais je sais par expérience qu'à Paris, il ne manque pas d'activités et qu'on a toujours des choses à faire par un samedi comme celui-ci, en plus un 1er juin. Et je sais que pour les amoureux du foot, il y a un match tout à l'heure aussi, donc voilà, merci, voilà, d'avoir pris le temps de passer cette journée avec nous. Je remercie, naturellement je le ferai à la fin, mais je le fais déjà parce que je pourrais oublier, puis dans la discussion de la fin, ce n'est pas sûr qu'on aura l'occasion de le faire. Donc je remercie également naturellement ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée. Pour moi, c'est une première de recevoir du monde dans un cadre comme celui-ci. J'espère que ça pourra se refaire, car j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait donner de la valeur à ce qu'on fait, parce que très souvent, on se retrouve dans des lieux où, bon, ce n'est pas le lieu qui compte, mais enfin, j'ai le sentiment qu'il est temps maintenant peut-être de faire les choses un peu différemment. Et cela n'est possible que par votre participation naturellement, puisque c'est un peu vous, finalement, qui permettez de tels événements de pouvoir se tenir. Donc je tenais à vous remercier, à vous, donc vous, hein, les uns et les autres qui êtes là, en plus des organisateurs qui ont vraiment fait un travail remarquable. J'espère que vous avez pu le sentir, parce que ce n'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'il fallait courir à gauche, à droite. Et j'ai vu faire, donc j'ai pu mesurer la difficulté que cela représente dans un cadre comme celui-ci. Je remercie également les intervenants qui sont venus de loin. Clapopo, Simon, Ferrando, naturellement, Kalala Omotunde, et puis Jean-Claude Mboli, qui malheureusement avait un impératif aujourd'hui, donc il a dû s'en aller un peu plus tôt. Donc voilà. Et puis, pour ce qui reste à faire, naturellement, j'ai pu voir qu'il y avait quand même de la fatigue déjà qui se faisait ressentir. Donc je ne vais pas trop insister sur des aspects techniques. J'ai souhaité que ce soit un sujet un peu plus ludique qu'à l'habitude. Donc j'espère que vous aurez encore l'énergie nécessaire pour subir la dernière heure qui reste. Et voilà, donc merci beaucoup. Voilà. Alors, naturellement, le sujet du jour, hein, c'est le phénix en Égypte antique. Ça pourrait surprendre parce qu'on n'a pas toujours l'habitude de parler du phénix en l'associant avec l'Afrique antique. Mais vous devez savoir, et c'est ce que je vais tenter de montrer aujourd'hui, que c'est une image en fait, qui est sortie de la pensée symbolique de nos ancêtres. Et elle est très forte. Elle est très forte. Sauf que, naturellement, nous n'avons pas encore les budgets pour faire des films, des dessins animés, ce genre de choses. Donc, c'est sûr que, pour l'instant, ça nous vient d'Asie, d'Europe et éventuellement donc de l'Antiquité gréco-latine. Et c'est un peu ce qui occupe l'esprit des gens. Lorsqu'on parle du phénix, ils n'ont pas toujours le sentiment que cela peut avoir à faire avec des Bambara, des Dogons, les Malinké, les Bassa. Pourtant, vous allez voir que le phénix, vous le connaissez très bien, mais vous ne savez pas en fait, comment l'identifier, comment le reconnaître. Okay? Donc, je vais tenter de le faire sans prétention, mais enfin, c'est un peu le challenge que je me suis fixé aujourd'hui. Et on va essayer de le faire. Voilà. Alors, naturellement, j'ai parlé de cela. Dans le métro de Paris, à Mebalanda, il y a quelques jours, j'ai vu ça. X-Men Dark Phoenix. J'ai dit, oh, mais intéressant. Pour le 5 juin, ben écoute, donc, quand vous irez voir ce film, parce que je sais qu'il y en a, et puis voilà, on peut aimer ça, hein, pensez à ce que je vais vous dire aujourd'hui, et puis voilà un peu le décalage. Hein. C'est-à-dire, ça, c'est un film qui n'est possible que parce que nos ancêtres, à un moment donné, ont pensé. Comprenez? Sauf qu'aujourd'hui, l'Afrique est orpheline de cela. Elle ne sait même plus que ça lui appartient. Et il y a donc dans le monde, à Hollywood, des gens qui font des milliards sur la pensée symbolique, l'expérience spirituelle de nos ancêtres. Et nous ne sommes pas voilà, au rendez-vous. Et c'est un regret. Parce qu'on peut quand même estimer qu'à un moment donné, bon, c'est bien le Nollywood, c'est bien. Mais bon, je pense qu'on peut faire autre chose que de la sorcellerie, des histoires de sorcellerie. Là, hein? Voilà, sans prétention, mais à un moment donné, il faut quand même pouvoir nourrir un peu les jeunes de quelque chose d'un peu plus positif que toujours les mêmes histoires de village, même si pour moi c'est une caricature, bien entendu. Donc c'est cela. Alors j'ai voulu comme ça vous montrer un peu des images. Il y en a tellement, enfin le phénix c'est une image qui a été très souvent sollicitée dans le cinéma. Les dessins animés aussi, j'en parle souvent parce que jeune, j'adorais les Chevaliers du Zodiaque. Et il y avait un personnage naturellement qui s'appelait le phénix, il me fascinait.
Hein, il avait une voix grave, il était toujours très, voilà, très engageant. Au début méchant, après gentil. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et d'apprendre plus tard, quand j'ai grandi, bien sûr que non seulement les chevaliers du zodiaque, bien sûr le zodiaque, mais surtout le phénix, étaient sortis de la pensée de nos ancêtres, je me suis dit, mais il faut quand même que les gens le sachent. Donc pour moi, c'était important un peu hein, par ce moyen, parce que je suis passé par là quand j'étais jeune. Donc. Alors, en Égypte, naturellement, il existe une image qui rend compte de cette figure importante. Elle est représentée de cette façon, donc avec une couronne particulière. En fait, c'est la couronne d'Osiris que vous voyez là. En fait, c'est une, bon, je veux dire la couronne d'Osiris. Elle est appelée la couronne Atef. Hein, c'est comme ça qu'en égyptologie, elle est nommée. Et c'est une couronne qu'Osiris porte en tant que juge des défunts. Et naturellement, en fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est Osiris. Hein, c'est une représentation d'Osiris, mais pas seulement. Parce qu'il y a aussi beaucoup de féminin là-dedans. Dépendamment de comment on aborde la question, vous allez voir que tout cela va apparaître un peu plus clairement. Donc, on va commencer par la question des origines. Bien sûr, en citant un auteur. Et bien sûr, l'auteur en question, c'est Hérodote, qui est un auteur grec qui va visiter l'Égypte vers 450 avant l'ère actuelle. C'est le premier auteur, en fait, qui parle du phénix. Il dit, dans son histoire, « On range aussi dans la même classe un oiseau qu'on appelle phénix. Je ne l'ai vu qu'en peinture, on le voit rarement, et si l'on en croit les Héliopolitains, il ne se montre dans leur pays que tous les 500 ans, lorsque son père vient à mourir. S'il ressemble à son portrait, ses ailes sont en partie dorées et en partie rouges, et il est entièrement conforme à l'aigle quant à la figure et à la description détaillée. » Est-ce que c'est un aigle ici que vous voyez? Oui, parce qu'en fait, Hérodote n'hallucine pas. Ce qu'il dit a un sens. Et vous devez généralement, lorsque vous entreprenez un travail de recherche, vous basez sur ce qui a été dit. Ne partez pas en roue libre parce qu'il y a sur ces questions beaucoup de gens qui font parfois de l'improvisation et disent des choses qui ne sont pas toujours attestées du point de vue de l'historiographie. Okay? Donc généralement, lorsque moi j'entreprends une recherche comme celle-ci, je me base sur les auteurs qui en ont parlé parce qu'ils ont autorité pour le faire. Hérodote visite l'Égypte à une époque, certes, où l'Égypte a déjà perdu de sa superbe, puisqu'elle est colonisée déjà depuis au moins 3 siècles. Mais c'est une époque où les scribes égyptiens sont encore en activité et les temples égyptiens sont encore vivants, c'est-à-dire que la culture est encore effective dans ces lieux-là. Donc, ce qu'il dit a un sens et il faut naturellement en tenir compte. On ne peut pas juste l'effacer parce qu'on se dit, bah, tiens, mais le benou, entre guillemets, parce que vous allez voir, cet oiseau, les égyptologues l'appellent le benou. Ben, cet oiseau, ce n'est pas un aigle, on sait quand même reconnaître un aigle. Et Hérodote aurait été bien à même de pouvoir distinguer un aigle d'un échassier ou un héron, je ne sais pas quoi. Enfin bref, c'est important souvent de mettre cela en lumière pour voir un peu le décalage qu'il peut y avoir. Donc, il nous dit que cet oiseau est entièrement conforme à l'aigle quant à la figure et à la description détaillée. Okay? Voici la graphie, naturellement la plus souvent sollicitée pour désigner cet oiseau. Okay? Donc, je vais aborder la question vraiment simplement. Parce qu'à cette heure-ci, avec la journée qu'on a eue, ce n'est pas nécessaire d'aller dans le détail, mais vous allez quand même comprendre l'essentiel. Voici ce qu'on appelle en égyptologie une graphie. Donc, vous avez ici plusieurs signes qui n'ont pas tous la même valeur. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que dans le traitement que je fais des caractères sacrés égyptiens, j'emploie une technique que je vais présenter brièvement, sans insister sur les aspects qui me paraissent superfétatoires. Mais enfin, vous allez au moins comprendre de quoi je parle. Ici, vous avez la codification. C'est quoi la codification en fait? Parce que vous devez savoir que dans une graphie comme celle-ci, chaque signe a été codifié par un égyptologue britannique qui s'appelle Alan Gardiner. Donc, dans les dictionnaires, vous avez généralement le code de chaque signe. Donc, ce sont les codes ici. Et vous avez ce qu'on appelle la translittération. Translittérer, ça signifie attribuer des valeurs alphabétiques à des signes. Donc, ce que les égyptologues font, c'est qu'ils attribuent des valeurs alphabétiques à ces signes que vous voyez ici. Donc, ici, c'est censé être la lettre B. Ici, la lettre N. Ici, le W. Bon, ici, c'est aussi le W, mais ils n'en mettent qu'un parce que, bon, voilà, on va supposer que c'est le thème du masculin parce que généralement, ils disent que le poussin de caille peut exprimer l'idée de masculin. C'est ce qu'on dit lorsqu'on procède par alphabétisme. Donc, on peut supposer que c'est un mot masculin. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un déterminatif qui dit ce que c'est. Donc, il me dit ici que c'est un oiseau et que cet oiseau est représenté de cette façon. Est-ce que c'est un aigle ici?
Ah ouais, c'est pas un aigle. Ok. Oui, naturellement, c'est pas un aigle, évidemment. Mais voici le nom, une des façons de représenter le nom de cet oiseau. Naturellement, la traduction, c'est phénix, et puis vous avez la source ici. Donc ça, c'est pour ceux qui s'intéressent à ce genre de détails. Donc, en grec, parce qu'on va quand même essayer de comprendre d'où vient ce nom, le phénix, d'où ça vient. En grec, le terme phénix désigne aussi bien l'oiseau fabuleux que le palmier dattier ou la couleur pourpre. Alain Ancelin, dont nous avons largement et aujourd'hui salué la mémoire, et voilà, et je m'aligne tout à fait dans cette démarche, puisque c'est quelqu'un qui a fait beaucoup compter dans ma quête de moi-même. Alain Ancelin identifie cet oiseau au copte bonou. Hein? Il dit que cet oiseau correspond au copte. Le copte, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais quand même en dire un mot. Le copte, c'est une langue en fait, qui est réputée morte aujourd'hui. C'est le stade final de la langue parlée par les pharaons d'Égypte. Elle a survécu, disons, jusqu'au XIe siècle à peu près, mais déjà très largement, disons, ostracisée en Égypte par l'invasion arabe autour du VIe siècle. Donc les Coptes sont un peu orphelins de cela. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle des Coptes, généralement on fait référence à la chrétienté, parce que les Coptes aujourd'hui sont les chrétiens d'Égypte. Okay, bien qu'ils soient arabes, ils parlent arabe aujourd'hui. Mais parfois, dans leur littérature, leur liturgie notamment, ils font appel à cette tradition. Donc, parfois, ils utilisent des mots coptes dans la liturgie, donc la manière de faire le culte, etc. Mais c'est quelque chose qui a quand même largement disparu aujourd'hui en Égypte. Mais lorsqu'on parle de la langue copte, pour moi, c'est quelque chose de relativement important parce que le copte, pour moi, c'est une langue classique. Nous devrions tous étudier le copte parce que c'est un témoin sûr vis-à-vis de cette antiquité en fait, qui nous intéresse. C'est-à-dire que lorsqu'on questionne l'antiquité africaine, du point de vue de la linguistique tout au moins, c'est toujours bien de passer par le copte parce que le copte, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une convention entre savants dans une petite chambre. Le copte, c'est toute une littérature. Bien qu'elle ne soit, je dirais, réellement que très largement ecclésiastique, puisqu'il n'y a pas de roman en copte ou de ce genre de choses, mais c'est quand même des choses attestées. Il y a des documents en copte qui permettent de témoigner en fait de l'existence de cette écriture. Donc, c'est toujours important de vérifier, lorsqu'on fait des correspondances, de vérifier ce que dit le copte pour voir en fait quel lien le mot copte peut avoir avec les langues africaines. Bon, voilà pour le copte. Donc, Alain Ancelin identifie cet oiseau au copte bonou, phénix, Vénus. Hein? Vous allez voir pourquoi Vénus. C'est bizarre. Et on remarque que le copte phénix, que le grec, pardon, phénix, palmier dattier, a également un équivalent en copte qui est béné ou béni, palmier dattier. D'accord? Donc, c'est important ce rapport, sans insister, mais vous devez comprendre que le palmier, c'est un arbre très important en Afrique parce que c'est un arbre qui côtoie l'éternité. Il est associé à la longévité, à l'éternité et il fructifie, enfin, il donne des fruits jusqu'à sa mort quasiment. Donc, il a été vraiment distingué pour cela, parce que c'est un arbre quand même remarquable par bien des aspects. Et en Égypte, naturellement, cet arbre était associé non seulement à Isis, mais également à Osiris. Donc, il y a un rapport ici, ce n'est pas pour rien, d'accord, que ces rapports sont faits, mais je n'insisterai pas sur ces aspects, car ce n'est pas essentiel pour aujourd'hui. En tous les cas, je voulais quand même rappeler l'origine du mot, ok? Parce que ce mot, soi-disant, viendrait donc du grec, parce que c'est comme ça qu'on explique l'étymologie du mot, donc le grec phénix, mais on ne dit pas ce que c'est, d'accord? On dit simplement que c'est le nom d'un oiseau fabuleux. Et c'est également le nom du palmier dattier. Et on observe qu'en copte, on va dire bonou pour dire phénix ou Vénus, et béné ou béni pour dire le palmier dattier. Donc c'est le même mot en réalité, puisqu'ici on observe ce qu'on appelle une mutation phonétique. Voilà. Donc, généralement, dans l'approche du traitement des caractères sacrés, j'utilise une méthode que j'ai appelée la méthode Kuma, qui est un abrégé pour dire la lecture analytique des caractères sacrés à partir des langues africaines modernes. Et l'une des techniques pour procéder à la lecture ou à la compréhension, la lecture analytique, j'insiste, et à la compréhension de ce que disent les ancêtres, c'est d'opérer une forme de comparaison. Parce qu'ici, vous avez en fait sous les yeux ce que j'appelle des homographes. Des homographes. Qu'est-ce que c'est que des homographes? Des homographes, dans le système hiéroglyphique, ce sont des graphies qui partagent les mêmes signes. D'accord? Donc, on voit ici se répéter certains signes. Et vous devez savoir qu'au compte même, vous pouvez déclarer que vous avez affaire à des homographes parce que ici, par exemple, ce signe ne paraît pas ici, mais pour moi, il n'est pas une difficulté parce que je sais qu'il suffit que 2 signes sur 3
se reproduisent, d'accord, dans les deux graphies pour que ce soit des homographes. Et la conséquence est radicale parce qu'en réalité, dans le système de lecture analytique, vous devez savoir que les homographes sont toujours des témoins d'homophones. Les homophones, ce sont les mots qui se prononcent de la même manière. Donc, si le scribe égyptien s'autorise à produire les mêmes graphies pour désigner des choses différentes, donc ici le phénix, ici la date ou le palmier dattier, c'est parce qu'il sait que dans la langue parlée, ça va être le même mot. Et c'est ce qu'on observe en COP notamment, puisque le COP va dire bonou pour nommer cet oiseau et béni pour le palmier dattier. Ce qui change ici, c'est ce qu'on appelle le déterminatif. C'est-à-dire le déterminatif me dit ce que c'est. Ici, je sais que ce n'est pas l'oiseau parce que je vois un déterminatif qui représente une sorte de grappe. Ici, je sais que c'est le phénix parce que je vois que le déterminatif, c'est un oiseau qui se rapporte au phénix. Est-ce que chacun comprend l'exercice? Mais vous devez savoir que quand vous observez des homographes, c'est-à-dire des graphiques qui présentent les mêmes signes, ça veut dire que dans la langue parlée, ça va être le même mot ou quasiment pareil. D'accord? Donc, c'est une façon, en fait, de valider la lecture effective de la graphie parce qu'ici, on sort un peu de la convention. On sort de la convention, on va vers le vrai mot. D'accord? Parce que il y a dans le système hiéroglyphique ce que j'appelle le connu. Le connu, c'est les mots qui subsistent dans les langues africaines. Et il y a l'inconnu. Ce sont des mots qui ont disparu ou qui se sont atrophiés. Comme par exemple cet oiseau. Aujourd'hui, à quoi correspond-il dans les mots africains? Vous ne pouvez le savoir qu'en comparant avec des mots qui existent et qui sont des homographes. Et ça me permet, moi, d'atteindre en fait mon objectif qui est naturellement de découvrir quel est le véritable nom de cet oiseau. C'est ce que nous allons faire. Donc, je vais donc traiter de l'homographe pour éclairer mon problème. Mon problème aujourd'hui, c'est le phénix. Je ne sais plus comment il s'appelle, puisque mon ancêtre a été brutalisé, il ne m'a pas transmis l'information. Pour réhabiliter ce mot dans mon langage quotidien, j'utilise le détour d'un homographe dont le sens a subsisté dans ma langue. D'accord? Et c'est ce que je vais faire. Donc, c'est la raison pour laquelle je focalise donc sur le dattier, le palmier dattier, puisque je sais que, que ce soit en copte ou chez les Grecs, le nom de cet oiseau est identique au nom du palmier dattier. Okay? Donc, je vais citer ici Victor Loret, qui parle de ce déterminatif et du dattier, ce qu'il représente en égyptien ancien. Il dit, la gousse exprime, cet objet, ce signe, la gousse exprime les idées de douceur, suavité, charme, agrément au physique ou au moral, et même l'idée toute spéciale de jouissance érotique. Et je me rends compte que, en Bassa, la langue de mon père, on dit bena pour dire aimer à la folie, raffoler. Ce garçon aime manger de la viande. Ça, c'est le Bassa. Et c'est le mot, si vous êtes attentif, j'espère que vous voyez que c'est le même mot. Béni, bonou, la structure est la même. D'accord? Ça, c'est une information. Et dans d'autres langues africaines, on va dire mbene, sucré. Ce qui est sucré, belé, parce que c'est une mutation phonétique. Le N devient L. C'est des règles de correspondance usuelle. Je n'insisterai pas trop sur ces aspects aujourd'hui, car ce n'est pas nécessaire pour comprendre. Mais vous devez savoir que dans l'exercice de compréhension interviennent ce qu'on appelle des mutations phonétiques. Vous ne devez pas considérer que c'est des mots différents. Même si à l'oreille, ça sonne différemment, sachez que c'est le N qui se réalise en L. C'est courant dans les langues africaines. Donc, belé, sucré, belé, sucré, belé, sucré. OK? Mais le mot qui m'a interpellé, c'est en Bassa, bena, aimer à la folie, raffoler. Et on me dit que la gousse, palmier dattier, traduit l'idée de douceur, suavité, charme, agrément au physique ou au moral, et même l'idée toute spéciale de jouissance érotique. Voilà. Donc, c'est quand même le même registre. Pour moi, c'est une information importante. Ensuite, je vais donc parler brièvement de ce que c'est que la méthode Kuma. Ce que vous voyez ici inscrit. D'abord, le thème Kuma, qu'est-ce que c'est? Le mot Kuma, c'est un mot dans la langue mandingue qui signifie parole, dire, etc. Bref, c'est un mot qui se rapporte à la parole. C'est aussi le nom de l'ibis. L'ibis qui est notre divinité tutélaire, puisque si on prétend être écrivain, en tout cas scribe, naturellement on répond de Thoth, qui est représenté en Égypte par un ibis. C'est la raison pour laquelle j'utilise ce terme, parce que je veux naturellement célébrer notre pensée symbolique et naturellement rattacher le travail que je fais avec d'autres maintenant, bien sûr, à cette tradition qui est très importante du point de vue même de la construction de ce que nous appelons aujourd'hui la civilisation. Dans tous les cas, le terme Kuma, dans plusieurs langues africaines, mandingue, mais pas seulement, puisqu'on retrouve le même mot dans les langues dites bantou, qui va signifier proverbe, histoire, etc. Eh bien, c'est un mot qui se rapporte au fait de parler, à la parole. Et naturellement, le registre de la parole atteint la personne de Thoth qui est représentée par un ibis qui est lui-même appelé Kuma. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle j'utilise cette formule. Et
Qu'est-ce que c'est que la méthode Kuma? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la lecture analytique des hiéroglyphes à partir des langues africaines modernes. La lecture analytique, j'insiste, parce que dans un traitement de graphie hiéroglyphique, vous pouvez avoir deux possibilités, soit une lecture phonétique ou alphabétique, donc on procède par translittération, soit une lecture analytique. Une lecture analytique, c'est ce que je vais faire, je vais vous montrer comment on parvient au résultat, quel est le cheminement qui permet d'y arriver. Okay? La lecture analytique est basée sur en fait un principe qui est l'homophonie, que les Grecs appellent la métaphore. Je ne vais pas rappeler toute l'historique qui permet d'atteindre cette réalité parce que ce serait long, mais en réalité, vous devez comprendre que la clé de compréhension des caractères sacrés égyptiens, c'est ce qu'on appelle l'homophonie. Parce que c'est comme ça que l'écriture a réellement débuté. En tout cas, le développement de l'écriture a utilisé les formes homogènes pour progresser. Et dans le système hiéroglyphique, c'est vraiment de cette façon qu'il faut procéder pour atteindre la vérité. Et c'est d'autant plus vrai que lorsqu'on procède par comparaison, comme je viens de le faire pour le nom du phénix et du palmier dattier, on se rend compte que dans la langue parlée, c'est quasiment le même mot. Donc, en réalité, ce sont des homophones. Okay? Donc, c'est la raison pour laquelle, bon, je n'insisterai pas sur ces aspects, mais c'est important de comprendre que tout ce que je dis est fondé sur des éléments quand même que chacun peut naturellement vérifier. Alors, on s'aperçoit que ici, j'ai dit que, bon, je vais parler de cette graphie en particulier. Dans cette graphie, vous avez plusieurs signes. Il y a des signes qui interviennent ici pour des questions d'ordre phonétique ou alphabétique, parce que le scribe égyptien se soucie toujours de deux choses. La première, naturellement, c'est de produire une racine consonantique qui respecte le mot qu'il a envie de prononcer. La seconde, c'est de produire une lecture analytique qui respecte sa pensée symbolique. Dans le cas présent, vous avez donc un groupe de signes. Tous ces signes n'ont pas la même valeur. Vous pouvez vous focaliser sur ce que j'appelle le signe directeur. Le signe directeur, c'est quoi? Le signe directeur, c'est un signe qui se définit par rapport à la rareté. Parce que dans un groupe comme celui-ci, vous avez toujours un signe qui est plus rare que les autres. Et c'est comme ça dans toutes les graphies. La rareté le signe directeur peut se définir par le principe de rareté ou par le principe des unilitaires, bilitaires, trilitaires. Mais ça, je sais qu'ici, vous n'êtes pas tous des spécialistes, donc je n'irai pas sur ce terrain parce que ce n'est pas passionnant, sauf pour des spécialistes. La vérité, je me limiterai sur cette simple observation. Le signe directeur se définit par rapport à la rareté. Et dans une graphie comme celle-ci, vous avez ce qu'on appelle le déterminatif. Le déterminatif ne se prononce pas. L'information qu'il apporte, c'est de dire ce que représentent les signes qui le précèdent. Il est en train de me dire ici qu'en fait, c'est la date ou le datier ou l'idée de ce qui est sucré. C'est tout ce qu'il me dit, c'est tout ce qu'il me donne comme information. Donc, il n'est pas lu. C'est la raison pour laquelle, même au niveau de la translittération, vous avez B, N, R. D'accord? Ce signe n'apporte aucune valeur alphabétique parce qu'il ne se prononce pas. C'est important de le comprendre. Donc, dans ces trois signes, le signe directeur, c'est-à-dire le signe le plus rare, c'est celui-ci. C'est le pied. Parce que la rareté se vérifie par rapport à la récurrence. Si vous prenez un dictionnaire hiéroglyphique, vous aurez plus souvent des graphies où interviennent le filet d'eau et la bouche que le pied. Donc, ça devient le signe directeur. Il y en a toujours un. Et le signe directeur a la particularité de seul soutenir toute l'information amenée par la graphie. Il suffit de savoir comment s'appelle ce signe pour lire la graphie dans son ensemble. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de translittérer, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de ça. Il suffit de savoir comment s'appelle cet objet, en l'occurrence ici le pied, pour lire toute la graphie. Et c'est ce que je montre ici. Quand je sollicite les mots du pied, vous allez voir que je vais prononcer le mot, un mot qui ressemble au bassa, bena. Okay? Enfant, on va dire mbien, partie qui va du genou à la cheville. C'est exactement ce qui est représenté ici. D'accord? Ils disent aussi abo, parce qu'en réalité, cette lettre, ce signe donne la lettre B, parce que le B est omniprésent et c'est la racine du mot. Donc, on va dire mbien, partie qui va du genou à la cheville, abo, pied, abi, la cuisse, bassa, mben, c'est le tibia, libal, plante du pied, libor, la patte, belle, jambe, cuisse, bakoko, ben, le tibia, bakoko, abel, la cuisse, bakoko, libo, trace de pied, doigt dit bébé, etc. Vous voyez, afar, iba, konzime, ebo, koyo, ebe ou b, jambe, cuisse, mboshi, ebele, etc., etc., etc. D'accord? Donc, si vous êtes attentif, vous voyez ici, en fait, je dois vous le dire, c'est le même mot qui est en train de muter. Parce que vous voyez des formes différentes apparaître. Les mots ne sont pas réglés d'après les voyelles. La voyelle peut muter, elle peut devenir un A, un O, un U ou un I. Ce qui compte, c'est la consonne. Et ici, dans le cas présent, naturellement, la consonne mobilisée, ici, c'est la consonne B. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de la translittération, elle arrive ici. D'accord? Donc, on retient le B. C'est ce que le scribe est en train de vouloir, en fait, solliciter comme orientation. Il veut que vous alliez vers cette voie. Donc,
Quand je dis par exemple Ambakoko Ben Tibia, j'espère que chacun voit que c'est un mot qui ressemble au Bassa Bena. En fait, c'est le même mot, hein, mais je sais que pour l'instant, peut-être que vous n'êtes pas convaincu de cela. Quand je dis libal, libelle, ambassa, cuisse, jambe, c'est belé, le sucre. C'est le même mot en fait. Donc, il se sert simplement de ce signe directeur pour dire ce que c'est. C'est la raison pour laquelle, naturellement, ça va beaucoup plus vite et ça montre le caractère typiquement africain aussi de cette civilisation. Car les langues sémitiques, pour ne parler que d'elles, ne sont naturellement pas capables de faire cet exercice. Ça montre en réalité la langue que parlaient les ancêtres qui ont produit ce système génial, parce que c'est un système extrêmement génial, les caractères sacrés. Donc, ici, je génère le vocabulaire. Et vous allez voir que cela va me servir pour toute la suite. Car ici, le nom du Benou est déjà inscrit ici, mais on ne le voit pas encore, mais il est déjà là. Bon. Et je peux vérifier, naturellement, ce que je dis quand je prends le signe directeur en contexte. Ici, lorsqu'il est accompagné de ce qu'on appelle le trait de l'idéogramme, hein, il signifie lieu, place, endroit. Ça veut dire que dans les langues africaines, lorsque j'ai dit le pied, la cuisse ou tout ce qui s'y rapporte, je dois aussi utiliser le même mot pour dire le lieu, la place ou l'endroit. Et c'est ce qu'on vérifie ici. En Boshi, Ebe, c'est le lieu, la place. Quand en Koyo, au Congo aussi, parce que le Mboshi c'est une langue du Congo, quand en Koyo, je vais dire Ebe ou B pour dire le pied, la cuisse, on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est le même mot. Okay? En Sango, au Centrafrique, Ba, le lieu, les Yoruba, Eba, proximité, Ibi, le lieu, l'endroit, le Nupe au Nigeria, Eba, la place. Et en Douala, on fait donc une mutation, on dit Bona. Bona, qui signifie les gens, la famille, le clan, le quartier, c'est-à-dire le lieu hein, et tout ce qui s'y rapporte. Et entre dans les désignations des lieux, on va dire Bonaberi, ça c'est les quartiers de la ville de Douala. Bonaberi, Bonamoussadi, Bonanjo, ça veut dire la famille de Moussadi, la famille de Anjo, la famille de Dibon, Bonadibon, Bonaberi. Hein. Mais ça veut dire le lieu, la place, l'endroit, le quartier, la famille, le clan. Et c'est un mot naturellement qui se rapporte aux formes qu'on a déjà rencontrées et qui d'ailleurs doit vous interpeller, puisque quand je dis Bonou en copte, il faut savoir que je ne suis pas loin de cela. Donc la racine est toujours la même, hein, clair. J'espère que chacun le comprend, car c'est vraiment la base. Okay? Donc j'espère que c'est clair, parce que bon, peut-être de toute façon, au niveau des questions, j'aurai des retours, mais j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est important. Donc, naturellement, on vous donne cette graphie. C'est pour vérifier. Vous allez voir que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. On vous donne cette graphie. On vous dit qu'elle signifie détester, abhorrer. Je vous dis, focalisez-vous seulement sur le signe directeur, parce que ce signe intervient dans cette graphie pour des questions d'ordre phonétique. D'accord? Ce signe, c'est le déterminatif. Donc, il ne m'intéresse même pas. C'est la raison pour laquelle on transitère BW, parce que lui, il est censé produire la lettre W. Mais je m'inquiète simplement du signe directeur. Et on dit qu'il signifie détester, abhorrer. Qu'est-ce que je trouve en bassa? Je dis belle, ne pas aimer, avoir de l'antipathie. Hein? Meni be iyom imoud nounou a belle-mère. Je ne sais pas pourquoi cet homme n'aime pas me voir. D'accord? C'est ça le mot. Détester, abhorrer. Et c'est le nom de la cuisse. En bassa, on dit libelle pour dire la jambe, la cuisse. Vraiment. En bassa, on dit aussi bala, détester, haïr. Ambalame, il me déteste. Bassa, libala, inimitié, la haine. En koyo, béa, B, détester, haïr. C'est les mutations, c'est toujours la même lettre, B. D'accord? Agem, IB, détester, haïr. Mbaka, B, détester, haïr. Babesi, Bae, détester, haïr. Kibembe, Kou, Bélé. Le Kou, c'est un préfixe de classe. Le mot, c'est Bélé, détester, haïr. Le Douma, Ibélé, détester, haïr. Tuki, Obena. Obena, c'est toujours les mêmes mots. Détester, haïr. En Douala, Bena, détester, haïr. Tunen, au Cameroun. Ou Beni, détester. Le Konzi, mais au Cameroun. Et Bene, contester, refuser, rejeter, refuser, ou refuter. Bikele, Ben, refuser. En Ewondo, c'est la même chose, c'est la langue de ma maman. Ben, refuser, ma Ben, c'est-à-dire je refuse. Le Bassa dit aussi Ben, détester quelque chose. On prend cette graphie, une autre variante, d'accord? C'est la même chose. Ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de mobiliser les homographes pour cerner le nom de cet oiseau. C'est ce que je suis en train de faire en réalité, parce que vous devez comprendre qu'il n'y a pas de hasard ici. Ce que vous faites va vous permettre d'éclairer votre problème. Donc, on vous dit que cette graphie signifie mauvais, funeste, néfaste, misérable. Ça, c'est le déterminatif. Ici, c'est le signe directeur. Ce signe intervient ici pour des questions d'ordre phonétique, puisque c'est la lettre N d'ailleurs qu'on retrouve ici. Le copte va dire bonne, mauvais. Bonnet, boni, malheur, mal, dommage. C'est le sens de cette graphie.
Le bakaka, bena, le malheur. Le sonenke, bonne, mal, malheur. Sonenke, bono, être nuisible, cruel, méchant. Fufulde, wona, c'est une mutation phonétique car le B se réalise en W. Être cruel, méchant. Fufulde, wono, rendre méchant, mauvais. Serer, bonne, être méchant. Le wolof, bonne, le mal. Senufo, bono, perte, préjudice, dommage. Bambara, bonnet, malheur, le mal. Et c'est la lecture effective de cette graphie qui est translittérée bin. D'accord? C'est de cette façon, en fait, naturellement, que cela apparaît dans le texte lorsqu'on le translittère, mais le vrai mot dans la vraie langue, dans le vrai, c'est ça. D'accord? Donc, vaut mieux, de mon point de vue, quand même, aller à l'énergie essentielle, c'est-à-dire la chose même telle qu'elle est dite, car le mot, c'est une vibration. Il faut quand même avoir le mot juste pour être en connexion. Donc, c'est la raison pour laquelle je focalise naturellement une attention particulière sur les vrais mots. Donc, c'est ça. Okay. Vous voyez que c'est toujours le même mot, on va dire bena, bon, ben, mais je veux dire, ce qui mute ici, c'est la voyelle, mais la voyelle ne fait pas partie de la racine. La racine, c'est la consonne qui fournit la racine. Donc, c'est important de comprendre qu'ici, nous sommes dans un système d'homophones. C'est le même mot que nous sommes en train de prononcer. OK? Bon. Maintenant, qu'est-ce que ça me dit? Je peux donc revenir à mon problème. Ici, j'ai des homographes, hein, d'après ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que les homographes, ce sont des graphies qui partagent les mêmes signes. Ici, j'ai ce signe et ce signe qui se répètent, ça c'est le déterminatif qui me dit que ça veut dire mauvais, funeste. Ici, j'ai ce signe et ce signe qui se répètent. Ce signe intervient pour des questions d'ordre phonétique et le déterminatif me dit que c'est l'oiseau. Si je suis cohérent, je dois pouvoir statuer dès maintenant que cet oiseau s'appelle quelque chose comme benabon, quelque chose du genre. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de doute. Parce que souvent, quand je fais des exercices avec donc les stagiaires qui participent à nos formations, ils ont encore des doutes d'arriver là. Ils ne savent pas trop. Vous pouvez vous jeter à la mer, vous pouvez vous jeter dans le précipice, vous trouverez un pont. Parce que ça là, c'est échec et mat. Les ancêtres savent ce qu'ils font. Vous devez leur faire confiance. Vous ne devez pas arriver là, vous dire, est-ce que c'est vraiment ça? Non. Quand vous avez vérifié, vous voyez que c'est le même mot qui sort, sachez que cet oiseau s'appelle effectivement de cette façon. Ça, c'est clair et net. Donc, vous pouvez vous jeter dans le précipice. Parce qu'il faut quand même à un moment donné faire confiance à la chose pour qu'elle se produise, d'accord? Donc, c'est ça. Le nom de cet oiseau, on va le découvrir. Donc, je reprends ici le thème du mâle. Bonne, bonne, bonne. Et comment s'appelle cet oiseau d'après vous? Oui. Bonne, l'aigle, en bambara. Maninka, bonne ou beau. L'aigle, bozo, bonne, en fait c'est bonne car c'est un N, un O-N en fait, mais on met une sorte de vague au-dessus, bon c'est comme ça, c'est l'aigle. D'accord? Voilà pourquoi plus tard, Hérodote vous dit que, non c'est l'aigle. Donc tu dois savoir pourquoi il le dit. Lui il a vu la chose en direct, même si on met le déterminatif ici, c'est un déterminatif pour les oiseaux en général. D'accord? Mais c'est l'aigle, vraiment. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle des homographes, et les homographes produisent des homophones, c'est-à-dire des graphies qui partagent les mêmes signes, produisent les mêmes mots. C'est ce que je vous dis. Ça, c'est clair et c'est net. Vous devez vraiment aller sur cette réalité, car c'est une vérité éternelle. C'est logique. Parce que si on utilise les mêmes signes, ça veut dire qu'on prononce les mêmes choses. C'est normal. Donc, il faut vraiment être sûr de cela. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais douter. En bambara, qui n'est pas une petite langue, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le bambara, c'est quand même la principale langue du Mali, et elle a des déclinaisons. Le malinké, c'est quasiment du bambara, les dogons, ce sont des malinké, le djoula en Côte d'Ivoire, c'est du bambara. Bref, c'est une langue très importante, une langue mandingue, l'une des plus importantes, sinon la plus importante. Je sais que souvent les bambara et les malinké se disputent là-dessus, mais c'est important de comprendre qu'on ne parle pas ici d'une petite langue en Afrique. Donc, c'est quelque chose de vraiment majeur. Quand vous avez ce résultat-là, sachez que vous devez marquer une pause et comprendre ce que dit l'ancêtre ici, parce que, voilà, à partir de là, vous pouvez commencer à réfléchir. Donc, voici pourquoi on représente le phénix sous la forme d'un aigle. Voilà pourquoi du héron que vous voyez là, la Grèce va hériter de l'aigle. Parce qu'en réalité, c'est le nom de l'aigle dans les langues mandingues. Et ici, je n'ai pas montré le lien entre le copte et les langues mandingues, parce qu'il y a un lien que je développe dans les ouvrages, dans les communications déjà, pour ceux qui sont un peu familiers de mon travail, ils savent cela. Parce que sur Internet, j'en ai souvent parlé. Il faut savoir que le malinké et le bambara, c'est du copte. En fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Lydia Somberger, qui était une linguiste franco-britannique qui a exercé dans les années 20. Et elle le dit clairement, il y a plusieurs éléments qui permettent de le comprendre. Donc, c'est pour ça que, voilà, sans insister, vous devez comprendre qu'il y a ici un lien qui est réel. C'est la raison pour laquelle le phénix va être donc représenté de cette façon. D'accord? Sous la forme d'un aigle, parce que c'est le nom de l'aigle en Afrique, chez les Mandingues notamment. Bon, la chose est qu'on peut faire ici
une évolution dans le sens où on va maintenant pouvoir découvrir les concepts. Il y en a plusieurs. Pour le temps que nous avions à passer ensemble, j'ai voulu focaliser sur l'essentiel, quelque chose qui va vous parler. Parce que vous devez comprendre que de cet aigle-là, vous allez passer aux fruits, aux grains. Parce que c'est la base. Quand on parle du grain, vous allez voir apparaître Osiris. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant aujourd'hui parce que le benou, cet oiseau-là, est associé à Osiris. Et Osiris, c'est le grain. OK? Bon. Et comment je sais que c'est le même registre? Parce que j'ai ce qu'on appelle des homographes. Ça permet d'évoluer vraiment facilement. J'espère que vous le comprenez. C'est-à-dire que ici, j'ai le nom du phénix. J'ai le nom de l'aigle en bambara, Bon, donc en suspens. Et le scribe égyptien, l'ancêtre, me dit que le nom du phénix, là, c'est le nom du fruit, du grain dans les langues africaines. Et si la démarche est logique, naturellement, vous ne devez même plus douter. Vous devez savoir que c'est le même mot que vous allez prononcer. Et on découvre que quoi? Que le nom du phénix, c'est le nom du fonio. Fonio. Dan, Foni, Fonio, Tomboso chez les Dogons. Pon, vous allez voir l'importance du fonio maintenant chez les Dogons. C'est quelque chose d'extraordinaire. OK? Le Wallo, Pon, c'est ça, Bon, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est ça qui est Bon, l'aigle. Vous voyez, on représente la chose, ouais, mais il parle du fonio. Vous allez voir l'importance du fonio dans le discours cosmogonique Dogon, et vous allez comprendre c'est quoi le phénix. Ouais, naturellement. Donc, le père Tégou, ça c'est les Dogons, hein. Et enfin, au Gabon, on va dire fon, le maïs. D'accord? Yorno sopon, dogoso phoni, maninka, pene. Vous voyez les mutations phonétiques. Je vous dis, soyez attentifs aux mutations phonétiques, mais c'est le même mot qui mute. Foufoulde au Cameroun, phonier. Si vous êtes, même à l'oreille, c'est déjà phénix. Cette structure phonétique, c'est ça qui va donner chez les Grecs phénix. Parce qu'ils rajoutent un X, parce que c'est comme ça qu'ils font. Mais c'est le mot ici. Le sénoufo va dire fini. Fini pour dire le fonio. Minyanka, fene, fine ou fene pour dire le fonio. Moka, c'est-à-dire le malinké de Côte d'Ivoire. Fwen, bambara, fini le fonio. Et wondo au Cameroun, bon, c'est le fang, c'est fon, le maïs. Le kakabe, fondo, fondi le fonio. Bobo, Burkina Faso, fin, Wolof, findi. Limba, pindi. Le dan, foni. C'est ça le phénix, ok? J'espère que chacun peut le voir et comprendre en fait pourquoi je m'autorise ces liens, car ils sont naturellement soutenus par tout ce que j'ai pu dire avant. Bon, c'est ça le fonio, ok? Et c'est ce grain-ci qui est un grain bien sûr indigène d'Afrique, parce que le fonio ne pousse qu'en Afrique. C'est aussi important de le comprendre, ça permet vraiment d'écarter ceux qui pourraient prétendre que c'est une création grecque, d'accord? Parce que le fonio c'est une céréale indigène d'Afrique qui intervient dans le domaine cosmogonique, c'est très important. Et c'est lui, en fait, qui est représenté, c'est Osiris. Hein. Bon, je ne veux pas parler d'Osiris dans ces aspects, parce que c'est tout un corpus, naturellement, mais c'est bien de comprendre le rapport au niveau, ne serait-ce que du vocabulaire. Bon, ici, je vais simplement citer Griol et Dieterlen pour montrer cet aspect. On n'a pas le temps vraiment de développer sur ce qui concerne la cosmogonie des Dogons, mais je vous invite quand même à vous y intéresser un peu plus, parce qu'il y a là des choses importantes. C'est la cosmogonie Dogon, hein, pour montrer comment le fonio intervient en fait, okay, dans le dire cosmogonique. À l'origine, avant toute chose, était Ama, qui est Dieu chez les Dogons, et il ne reposait sur rien. L'œuf en boule d'Ama était clos. D'ailleurs, même à Héliopolis, hein, je veux dire, ça c'est le discours héliopolitain même, parce que le phénix est lié à l'œuf du monde. C'est comme ça qu'on raconte la naissance de l'univers. Le phénix va sortir d'un œuf. Bref, ce n'est qu'une adaptation, c'est-à-dire les égyptologues ont naturellement transitéré, ils ont donné un texte avec les formes qui sont les leurs. Par contre, voici la vraie chose qui est dite encore aujourd'hui dans le Mandé. Les Dogons connaissent ça mieux que quiconque. Donc si vous voulez savoir, en fait, c'est qui le phénix, il faut poser la question aux Dogons. Ils vont vous dire exactement ce que c'est. Donc, à l'origine, avant toute chose, était Ama, Dieu, et il ne reposait sur rien. L'œuf en boule d'Ama était clos. Le monde avait la forme d'un œuf. Ama était lui-même à l'intérieur et c'est alors que fut créée la première graine de Pon, le fonio, qui se déposa invisible au centre. On dit, lorsqu'Ama cassa l'œuf du monde et en sortit, un vent tourbillonnant a surgi. Naturellement, le texte s'arrête ici parce que je n'ai pas voulu aller plus loin, mais c'est des choses que vous pouvez retrouver assez aisément. Et je vous le dis encore une fois, bon, hein, il n'y a pas là de mystère. Une fois que vous avez compris ce que c'est, naturellement, vous pouvez doter votre compréhension des éléments ici que je ne fais que survoler, bien entendu.
Le Dogon dit donc Pontolo ou Pontolo, c'est l'étoile du Phonio, c'est le nom de Sirius B. Sirius B, ok? C'est ça, Digitaria, c'est ça, ok? De son nom en langue Dogon, Pontolo, hein? Phonio, qui est par ailleurs une graine de céréales sacrée pour les Dogons. Cette étoile est comparée au Phonio. Depuis très longtemps, les Dogons expliquent les rotations d'une étoile très lourde, invisible, pour le commun des mortels et extrêmement massive, qu'ils disent gravité en 50 années autour de Sirius. Ces 50 années, c'est ça qui devient 500 ans chez Hérodote, quand il dit qu'il n'apparaît que tous les 500 ans. D'accord? Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous dis que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que depuis cette époque-là, les Africains connaissent Sirius B. C'est seulement récemment, dans les années 50, je crois, que les Américains, pour la première fois, ont pu observer. C'est quelque chose de... Comment nos ancêtres ont fait? Je pose souvent cette question, parce que quand on parle des Dogons, les Dogons, c'est des Malinqués, ils viennent d'Égypte. Ça, c'est sûr, c'est eux qui observaient le ciel africain. Parce qu'ils ont vraiment une connaissance vraiment précise du ciel. C'est incroyable. Et déjà à cette époque, Hérodote, 450 ans avant l'ère actuelle, dit déjà qu'il apparaît tous les 500 ans. Bon, il s'est peut-être trompé d'un zéro, j'en sais rien. Mais, ou de 2 zéros, peu importe. Mais c'est le chiffre 50 là. C'est ça. C'est ça. Peut-être qu'il a mal compris. Je ne sais pas. Mais c'est ça qui est dit chez les Dogons. Et c'est exactement la même correspondance. Vous voyez la chose? Donc c'est quand même quelque chose de remarquable. Parce qu'aujourd'hui, on dit sur l'Afrique beaucoup de choses. Hein? L'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, l'Afrique est ci, l'Afrique est ça. Les Africains même ne savent pas qui ils sont. Parce que vous devez imaginer ce que ça représente. Comment ils ont fait pour voir? Elle est invisible, cette étoile. Je vous le dis, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais Digitaria est invisible, vous ne pouvez pas. Donc, ils ont eu des moyens, possiblement, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ou par déduction, j'en sais rien, mais ils ont eu des façons de voir le ciel avec des yeux autres que ceux-ci, parce qu'avec ceux-ci, tu ne vois pas le... C'est ça. La vibration, hein? C'est ça, ben oui. Ils se sont connectés, comme dit mon frère. Donc, depuis très longtemps, les Dogons expliquent les rotations d'une étoile très lourde, invisible pour le commun des mortels et extrêmement massive, qu'ils disent gravité en 50 ans autour de Sirius lui-même, l'astre le plus brillant de tout le firmament. D'accord? Dans la cosmogonie Dogon, l'origine du monde vient de cette étoile. Donc, c'est l'étoile qui a créé le monde, d'après les Dogons. C'est-à-dire que le monde a été créé par Sirius B Digitaria. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la position même du phénix à Héliopolis. C'est-à-dire il intervient dans le dire cosmogonique, c'est-à-dire pour raconter la naissance de l'univers. Donc, pour l'original, là, allez chercher chez les Dogons. Le texte héliopolitain est bien, mais il a subi beaucoup de mutations. Et puis, bon, voilà, on peut dire des choses sans vraiment comprendre de quoi il s'agit. Les Dogons ont la vérité sur ça. Ils le savent. Donc, pour les Dogons, malgré sa petitesse, cette étoile que la science moderne nomme Sirius B est la plus lourde et la plus dense. Les travaux de Friedrich Wilhelm Bessel et Alvan Clark en 1844 confirment cette théorie. Pour ces derniers, la révolution autour de Sirius B serait d'environ 50 ans. Les Dogons la pratiquent depuis toujours. Donc c'est important de comprendre qu'il y a ici des liens qui sont vraiment très très importants. Okay? Je rappelle donc ce que dit Hérodote pour spécifier que c'est bien de cela qu'il s'agit. Parce que lui dit 500 ans, bon peut-être qu'il a mal entendu, peut-être qu'il a rajouté, enfin je ne sais pas. Il faudrait comprendre pourquoi, mais le rapport il est celui-là. On range aussi dans la même classe un oiseau qu'on appelle phénix. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai vu qu'en peinture, évidemment. On le voit rarement. Je dirais même on ne le voit jamais. Et si l'on en croit les héliopolitains, ils ne se montrent dans leur pays que tous les 500 ans. C'est 50 ans. Okay? Lorsque son père vient à mourir, le principe de résurrection, vous allez voir en fait la chose. Hein. S'il ressemble à son portrait, ses ailes sont en partie dorées et en partie rouges. C'est sûr qu'en observant cette étoile, vous allez voir peut-être qu'elle est même rouge. Je ne vais pas pousser la réflexion plus loin, mais peut-être qu'en la décrivant, vous allez voir ces couleurs apparaître. Et il est entièrement conforme à l'aigle quant à la figure et à la description détaillée. D'accord? C'est le nom de l'aigle dans le mandé. D'accord? Bon, pon, le rapport est là et c'est vraiment de cela qu'il s'agit. C'est l'homophonie qui a gouverné à l'émergence de cette figure majeure. Majeure naturellement pour l'Antiquité, mais pour les temps modernes aussi. Le phonio. C'est ici que s'acquiert l'image, c'est ce que je dis en fait, c'est un discours simplement pour spécifier la chose. C'est ici que s'acquiert l'image symbolique qui a sans doute fourni le thème du phénix en Égypte. Je note
que le grec phénix doit sans doute cette forme au minyanka, c'est-à-dire au sénoufo, parlé au Mali, phéné, le fonio, dogoso, phoni, le fonio, bambara, on dit fini, le fonio, étant entendu que le walo, c'est-à-dire le dogon pon, le fonio, apparaît quant à lui comme une variante phonétique du bambara bon, l'aigle. En bambara, fini, fonio est homophone de fine, noirceur, fine, le charbon. En fait, ça, c'est l'élément fondamental qui est en fait visé. Hein? C'est le carbone. Vous devez vraiment savoir que c'est le sol, enfin, c'est de ça qu'il s'agit. On utilise des formes pour cacher comme ça, mais fine, c'est le charbon, d'accord? Donc, on parle vraiment ici du carbone. C'est pas simplement un dire pour la spiritualité, hein? C'est de la science qui est mise en œuvre pour expliquer la naissance de l'univers. On utilise des images, parce que les Africains, naturellement, vous l'avez compris, ne dissocient pas la science de la spiritualité. C'est même une absurdité. D'accord? Donc, en bambara, fini, fonio est homophone de fine, noirceur, fine, le charbon, objet concret auquel se rapporte l'image du phénix. Donc, concrètement, c'est le charbon, le carbone. Maintenant, on peut avoir un discours libre pour essayer de c'est un peu ésotérique, imagé, c'est-à-dire c'est pour cacher la vérité à ceux qui ne parlent pas la langue. Et naturellement, les Grecs sont tombés un peu dans le panneau. Parce que, voilà. Même si, il faut quand même admettre que quand on dit les Grecs, c'est parce qu'on a un discours un peu orienté. C'est-à-dire on met des lunettes qui ne sont pas les nôtres. Parce qu'en réalité, c'est que la Grèce, dans sa constitution du point de vue de l'imaginaire, la mythologie grecque est africaine. D'accord? C'est les pelages qui ont constitué la mythologie grecque et c'était des Africains. Donc c'est quand même important quand même de le dire, même si, voilà, ça on n'insiste pas trop, c'est important quand même de savoir que moi je ne saisis pas la Grèce en opposition vis-à-vis de l'Égypte antique. Les Grecs ont admiré les Égyptiens anciens. C'était leur maître. Vous devez le savoir. C'est aujourd'hui récemment que, puisque l'histoire est ce qu'elle est, eh bien les héritiers de cette civilisation gréco-romaine ont changé, la perception enfin, de l'Afrique. Mais leurs ancêtres n'avaient aucune difficulté à reconnaître que les Égyptiens étaient les maîtres de ces questions, le calendrier, l'écriture, tout. Ils le savaient, ils le disaient, ils le chantaient. Il dit Pindar chante l'Égypte, il chante Amon-Ré, donc c'est dire, donc ça ne pose aucun problème. Donc ces Grecs-là, je les aime. Mais oui, parce qu'ils avaient compris que la spiritualité, la science, c'est là, c'est comme ça que ça se fait. C'est aujourd'hui qu'on a voulu un peu brutaliser les gens, on crée des catégorie qu'on appelle le monothéisme, où chacun doit se ressembler, on doit être tous pareils. Puis, et c'est même exclusif, parce qu'en fait, mon Dieu est plus fort que ton Dieu. Donc, tu es plutôt un païen. On invente des mots pour se faire la guerre, mais la vérité, c'est que c'est la science. Et ceux qui le font aujourd'hui ne le comprennent même pas. C'est-à-dire qu'ils pensent que la spiritualité, c'est Dieu au ciel avec une barbe. Hey, c'est quand même incroyable. Tu peux monter, tu vas monter haut, hein, tu ne vas jamais le voir. C'est vrai. C'est vrai, c'est quand même... on est tombé dans l'enfance. De ce point de vue-là, l'humanité a un peu tombé dans l'enfance. Et d'où les dégâts. Bon, enfin, je pense qu'on a essayé, on a compris un peu le message. Aujourd'hui, je pense que c'est clair. Chacun a compris, je n'insisterai pas. Donc, quand on dit en Afrique farafine, c'est-à-dire peau noire, l'homme africain en bambara, c'est juste pour faire un clin d'œil, d'accord? Le charbon, le carbone, la mélanine, on peut en parler longtemps, d'accord? On est dans ce domaine-là aujourd'hui quand même. Vous devez comprendre que je n'insiste pas plus, car ce n'est pas nécessaire. Mais les Bambara, pour dire l'Africain, il dit farafine, ça signifie peau noire. Littéralement, fara, c'est la peau, fine, c'est noir. C'est simplement point. Et fine, c'est le charbon. Hein, voilà, donc d'où l'idée d'Éthiopiens. Et pourquoi les Éthiopiens étaient célébrés par les Grecs. Ça ne vient pas d'une posture idéologique. Parce que souvent, on a tendance à croire que nos ancêtres ont développé leur tradition, le vocabulaire qui entoure la question de la divinité, parce qu'ils étaient eux-mêmes noirs. Non! Ça, ce sont des bêtises. Il faut bien comprendre qu'il y a une forme d'objectivité dans la description même de la couleur noire dans l'univers et la place qu'elle occupe. Elle est fondamentale. Enfin, je n'en dirai pas plus, mais vous devez vraiment le savoir. Donc, ce n'est pas... Quand, il y a 9-10 ans, j'écrivais le Dieu noir, on m'a posé la question, mais Dieu n'a pas de couleur. Non, c'est faux. Dieu a une couleur. Observe simplement le vivant. Tu comprendras que Dieu a une couleur. Bien sûr, il a une couleur, on peut le dire. Et les Égyptiens, d'ailleurs, en témoignent. Osiris, il n'est pas transparent. D'accord? Il est représenté soit noir, soit vert. Mais dans les langues africaines, bien, le noir se dit comme le vert. Hein? Ivindi, en Iwondo, la langue de ma maman, ça veut dire noir, ça veut dire vert. D'accord? Voilà pourquoi on le représente vert. Et de toute façon, la chlorophylle, elle témoigne. La chlorophylle,
qui est verte n'est chlorophylle que par l'action même du carbone. Donc, il faut comprendre la nature pour voir un peu pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il y a un martien est venu en Égypte qu'Osiris se représentait vert. C'est parce que dans la langue parlée, quand tu dis vert, tu dis noir charbonné. C'est la même chose. La couleur verte ne se manifeste que par l'action du soleil. Au Canada, bon, parce que je vis au Canada, vous devez le savoir, c'est vraiment frappant. C'est-à-dire que c'est... Enfin, en temps normal, notamment en été, tous les arbres sont verts. Tous les arbres sont verts. Mais quand on approche l'automne, ils perdent cette verdeur et ils révèlent leur véritable couleur. C'est le temps des couleurs. Vous allez voir la nature, les arbres, les fleurs, enfin comment dire, les feuilles rouges, jaunes. Ça, c'est la véritable couleur de la plante, en fait, qui se manifeste quand le soleil commence à disparaître. Quand il est là, il domine tout le monde est vert. Parce que c'est ce qu'il révèle, c'est la lumière qu'il donne à la nature qui permet de révéler cette couleur verte. Sinon, les plantes ne sont pas naturellement toutes vertes. Vous devez vraiment le savoir parce que souvent en Afrique, comme on voit le vert partout, on croit que toutes les plantes sont vertes. Non! C'est l'action du soleil qui gouverne, qui dit vert, tout le monde. Comme en Afrique, noir, tout le monde. Mais oui, parce que l'homme est né noir, parce que c'est l'action du soleil. Vous devez le savoir. Donc, c'est quand il s'éloigne de l'Afrique qu'il change de couleur. Voilà pourquoi on observe cette variété maintenant et on fait des guerres sur ces questions. C'est un peu comme si les arbres au Québec se mettaient à faire la guerre. Non, toi, tu es jaune, moi je suis rouge, je suis raciste. Parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu parle. Ah, c'est quelque chose d'extraordinaire. À partir de cela, hein, on peut faire des choses très belles. Moi, je dis toujours, mon seul regret, c'est d'avoir compris ça un peu tard. Parce que j'aurais aimé apprendre ça. J'aurais vraiment fait des études autres. J'aurais pu faire autre chose dans ma vie. Donc... Parce que c'est un regret, mais bon, il n'est jamais trop tard. D'accord? Il n'est jamais trop tard parce que souvent, on se pose des questions. On a l'impression qu'on n'a rien apporté au monde, qu'on n'a rien compris. Pourtant, je vous dis, ça, c'est rien. Parce qu'il y a des choses qu'on pourrait dire, mais comme je ne veux pas être long, je m'arrête à ces premiers éléments. Vous devez comprendre que Dieu a une façon de s'exprimer. Il va toujours dans un sens. C'est une signature éternelle. Et il faut la suivre pour comprendre, en fait, ce que c'est, quelle énergie correspond à sa volonté et puis comment s'aligner vis-à-vis de cela. Si tu fais le contraire, tu vas simplement brimer la nature, l'environnement et on l'observe un peu cela aujourd'hui. Donc, c'est important de comprendre que vis-à-vis de ces questions, ce n'est pas de l'idéologie parce que beaucoup parmi nous aussi ont tendance, parce que noir, naturellement, à tomber un peu dans ses travers et de croire qu'il faut en faire un discours suprémaciste. Pas besoin de faire cela. Parce que l'humanité... originellement est né noir, c'est clair. Donc l'homme normal est noir. Non, mais il faut le dire, je ne dis pas ça, mais vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que quand tu t'éloignes, le soleil te bombarde moins, donc tu changes de couleur. Voilà, parce que même en réalité, vous allez observer une chose, même moi, quand je vais au Cameroun, je deviens plus noir. C'est logique. Donc je ne suis pas tout à fait noir, je suis quelque chose comme jaune. Parce que c'est vrai, parce que si je m'en éloigne, si je m'éloigne de l'Afrique, je jaunis. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Donc, on ne peut pas être raciste. On ne peut pas être raciste. Il faudra l'expliquer à nos amis du Front National. Enfin, bon, moi, je ne fais pas de politique. Mais c'est important de comprendre que les gens sont tombés dans l'enfance. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que c'est un privilège même que d'avoir cette couleur. C'est un privilège parce que vous ressemblez vraiment à la chose telle qu'elle s'est faite. Voilà. C'est un privilège, sauf qu'aujourd'hui, il y en a qui maintenant se décapent la peau, on fait toutes sortes d'horreurs pour ne pas s'accepter et ça naît en fait d'une forme d'ignorance. Et vis-à-vis de cela, quand même, il faut avoir des actions concrètes. Et moi, je dis, bon, c'est un peu la faute du politique aussi parce que c'est une question même de santé publique, ça donne des maladies, des trucs, voilà. Donc, mais j'espère qu'un jour, eh bien, on va rentrer un peu dans voilà. Ok, donc... Hérodote n'est pas le seul auteur à en parler, c'est le plus ancien. Il y a ensuite, naturellement, Horapollon ou Horus Apollo, qui était un philosophe égyptien qui a vécu autour du 5e siècle. Et il a publié un traité qui s'appelle Hieroglyphica, en langue copte, dans lequel il dit ceci, il parle du phénix. Il dit « Voulant écrire une âme qui demeure longtemps ici-bas, ou bien l'inondation, il peigne l'oiseau appelé phénix. » Il parle des Égyptiens. C'est un Égyptien qui parle. Il parle de ses ancêtres. D'accord? Il dit, voulant écrire une âme qui demeure longtemps ici-bas,
ou bien l'inondation, il peigne l'oiseau appelé phénix. A. L'âme, parce que cet animal atteint un âge plus avancé qu'aucun autre dans l'univers. B. L'inondation, parce que le phénix est le symbole du soleil que rien ne surpasse en grandeur dans tout l'univers. Car le soleil monte plus haut que toute chose et scrute tout. Et c'est pourquoi il est appelé celui qui a des yeux multiples. Donc voilà, il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire ici, naturellement. Je le dis encore une fois, c'est le temps qui manque, mais je vais me focaliser en fait sur, je pense, le premier point, le second. Je pense le second, pour vous expliquer pourquoi c'est Vénus. Parce que vous voyez d'un côté, eh bien, on vous dit Osiris, on vous parle, voilà, de l'autre côté, on vous dit Vénus. C'est bizarre, mais vous devez comprendre que Isis et Osiris, c'est une seule et même chose. En fait, c'est deux facettes d'une seule et même chose, et cette chose, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Dieu. C'est pour ça que ce matin, j'étais un peu surpris, bon, mais ça participe à des discussions qu'on peut avoir quand notre frère Mboli a dit que Dieu, c'était quelqu'un. Ah, bon, un empereur, ok. Bon, ça m'a un peu surpris, parce que je sais que dans les conceptions africaines, c'est hors de question quand même. Parce que c'est évanescent, on le sait. Donc, mais ça nécessite une discussion, et on aura certainement l'occasion d'y revenir. Parce que c'est quand même important d'avoir sur ces questions une vue juste. Parce que je ne veux pas qu'on s'imagine que Dieu, c'est quelqu'un. Je veux dire, c'est pas possible, il faut quand même savoir un peu. Sinon, l'initiation sert à quoi? Enfin bref. Donc, ce rapport que le philosophe égyptien établit entre le phénix et l'inondation, je l'explique, ok, est soutenu par le vocabulaire qui distingue cet oiseau dans le lexique africain. Je montre ainsi que le bambara, bonne, aigle, est un homophone pour bonne, en bambara même, qui signifie répandre, verser, dans la même langue. Okay? C'est pour ça que c'est l'inondation, vous allez comprendre. Le maninka, c'est-à-dire le malinké en fait, dit bonne, grandir, s'accroître, accru. Okay? Bon, je ne sais pas comment ça se dit, verser. Le kakabe en Guinée, bonne, se remplir. On va dire angebana kweba bonne. Il a plu et la rivière s'est remplie, c'est la crue. Voilà pourquoi on dit qu'il représente l'inondation. Tout ça est lié au vocabulaire. Bon. Bonne, se verser, se renverser, déborder, naturellement, c'est la crue. Le malinké présente bonia ou bounia qui traduit croissance, augmentation, grossir, s'augmenter, c'est-à-dire l'idée de crue, bien sûr, montrant ainsi la relation que le phénix a pu former avec l'inondation. D'accord? Donc, c'est simplement du point de vue du... Voilà pourquoi Aurapollon, j'aime faire ces liens parce que Aurapollon, le disant, naturellement, les égyptologues ne le comprennent pas. Ils disent, oh, qu'est-ce qu'il raconte? C'est bizarre. Bien qu'on trouve en Égypte antique, naturellement, dans les représentations du phénix, une association avec le dieu Hapi, qui est l'inondation, on le trouve. Mais quand Aurapollon le dit, bon, on pense qu'il le dit sur la base d'un discours libre. Non, c'est parce que la langue trace un rapport étroit. Hein? À travers la langue, le malinké, le bambara, on comprend pourquoi cet oiseau qui représente l'aigle représente l'inondation. C'est le même mot qu'on prononce, d'accord? Donc le symbolisme vient de là. C'est de là vraiment que vient la chose. Et c'est l'Afrique seule qui est capable de l'expliquer. Et ici, le travail que je suis en train de faire, peut-être que vous ne le savez pas, c'est quand même quelque chose qui, par des aspects, est révolutionnaire. Parce que si, dans cette salle, il y avait des égyptologues, j'aurais souhaité, avant que je prenne la parole, qu'ils nous expliquent c'est quoi le phénix. OK? Ils auraient certainement dit des choses qu'on peut lire de ci, de là. D'accord? Mais ce que je fais ici, je vais beaucoup plus loin. C'est-à-dire, non seulement j'écarte toutes les prétentions éventuellement sémitiques de ces questions, mais j'affirme le caractère typiquement africain de cette civilisation. C'est ça l'objectif de mon travail. Ce n'est pas tant de faire les hiéroglyphes ou pour... Non! L'idée, c'est de déplacer le centre de gravité de cette civilisation vers le cœur de l'Afrique, car les enjeux sont fondamentaux. Vous devez savoir que l'Égypte antique, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la civilisation la plus brillante que le monde ait jamais connue. Tout le monde a tenté de l'imiter depuis les Perses, les Romains jusqu'aux Américains aujourd'hui, mais personne n'arrive à l'égaler. Parce qu'il n'y a que l'Africain, sûr de ses moyens et conscient de sa puissance, qui est capable de reproduire et éventuellement même de dépasser ce que ses ancêtres ont fait dans le passé. Et c'est la condition en fait de l'émergence d'une nouvelle humanité, que moi j'appelle de mes voeux. Parce qu'il faut désarmer les hommes d'hallucinations. C'est-à-dire la question du racisme notamment, ce pouvoirisme absolu, où on croit que le monde est monde pour les biens qui sont dans le monde. On ne comprend pas qu'il y a la question de la résurrection, qu'il faut se soucier de son âme. Je le dis, je suis même un peu ému. C'est-à-dire que beaucoup de personnes traversent le monde, traversent la vie, sans jamais se soucier de l'âme. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que le corps, c'est rien du tout. C'est-à-dire que ce que tu nourris de chair là, c'est ce qui reste.
L'âme est immortelle. L'âme là, c'est ça le benou. C'est ça qui ressuscite. Donc, elle a sa propre... tout à l'heure, on parlait du gna-gna. On parlait des vibrations. Vous devez savoir que le principe du gna-gna, du noun, comme disent les égyptologues, c'est exactement le principe de la statuette africaine, qu'on appelle le nkisi au Congo. Bref, ces statuettes avec lesquelles on fait le boli au Mali, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que vous devez savoir qu'à un niveau de vibration, la chose même devient autonome. C'est-à-dire qu'elle a sa propre volonté. C'est exactement parce que l'âme humaine est de cette nature, de cette vibration originelle. Donc elle est autonome. Quelque part, elle recherche quelque chose. À vous de savoir ce qu'elle recherche. Donc, et pour savoir ce qu'elle recherche, naturellement, il faut pouvoir avoir une communication, une interaction avec elle, pour pouvoir savoir, mais pourquoi tu me fais chaque fois revenir dans ce monde? Moi, je suis fatigué. Et puis, voilà. Elle doit pouvoir vous dire, non, tu n'as pas encore fait ça. Parce que moi, je veux devenir peut-être un être, une étoile. Je veux devenir, j'ai l'ambition de devenir un dieu, je ne sais pas, un élément chimique. Parce que vous devez savoir que, en fait, quand on dit devenir un Osiris en Égypte, c'est devenir un élément chimique, c'est-à-dire quelque chose d'évanescent qui participe de la création. Parce que c'est le carbone, en fait, qui donne cette possibilité. C'est le carbone qui crée de nouveaux éléments chimiques. Bien qu'ils soient déjà complets dans l'univers, mais il y en a quand même qui peuvent encore se créer. Enfin, j'imagine, hein, c'est la science, les chimistes pourraient mieux le dire que moi. Mais l'idée, c'est que vous devez savoir qu'elle a un projet. Elle ne se soucie pas de ce que tu vas manger aujourd'hui, bien qu'il faille manger. Mais voilà, elle a un projet quand même beaucoup plus haut, enfin, des prétentions beaucoup plus nobles que cette simple vie misérable qu'on passe à chercher voilà, les choses du monde qu'on va laisser finalement. Vous comprenez? Donc, d'où l'importance du nom. Enfin, là, je fais un peu de digression. Parce que, il se trouve qu'il y a quelques semaines, on a participé à... On est allé à l'exposition Toutankhamon ici à la Villette. J'ai été frappé, c'est des choses que je savais déjà, d'accord? Je me mettais en Égypte, j'ai vu des choses. Mais on apprend toujours. Dès que quand j'entre, j'ai un sentiment vraiment de plénitude. Vous devez, enfin, pour ceux qui ont cette possibilité, y faire un tour, même si c'est à Paris. Vous allez quand même rencontrer votre ancêtre. C'était un grand roi, même s'il n'a pas vécu longtemps, moins, il était grand par sa postérité. C'est-à-dire que Dieu l'a beaucoup aimé. Parce que vous devez savoir que le fait que nous soyons encore aujourd'hui en train de prononcer son nom, il vit, il est vivant. Et c'est ce qu'on dit à l'entrée, que pour les Égyptiens, il y avait deux morts. La première mort, c'est la mort physique. La deuxième mort, c'est la mort de la dernière personne qui a prononcé ton nom. Ça, c'est quelque chose qui m'a bouleversé. Je me suis dit, mais, je comprends Cheikh Anta Diop. Ah, non. Ah, non. Je comprends Diop. J'ai dit que non, lui, il est vivant pour toujours. Ah oui. C'est pour ça qu'il s'est battu dans un sens. Il a aimé son peuple. Vous devez savoir que c'est ça. Pour moi, c'est ça la récompense de quelqu'un qui vit sur terre. Il faut aimer ces gens. Il ne faut pas vivre pour soi, puis avoir peur de se prononcer sur des questions, même si ça affecte notre vie matérielle. À un moment donné, la récompense, c'est ça. Job, peut-être, n'avait pas pleinement conscience de ça, bien que j'ai le sentiment qu'il savait quand même des choses, et même inconsciemment, il a quand même une vie particulière qui montre qu'il a validé certains points essentiels. Ouais, quand on parle d'un prophète égyptien, il a validé ça avant de partir. Donc, mais dans la fin de sa vie, quand il donne des interviews quand même, on sent dans son discours une forme de déception. Non seulement vis-à-vis des Africains, qui ne lisent pas, mais vis-à-vis même des Européens, auxquels il a peut-être cru. Il a cru que la vérité suffisait à convaincre. Mais il a rencontré des idéologues, c'est ce qu'il dit. Donc il a eu un sentiment un peu de déception. Ça peut se comprendre parce qu'il a beaucoup donné. Il a cru dans cette science qui prétendument était objective, quand en réalité c'est rempli d'idéologues. Donc, moi je crois que sa récompense c'est cela. Parce que tant qu'on dit Cheikh Anta Diop, il est vivant. C'est son âme, il est vivant, c'est son nom. Donc vous devez savoir que c'est là que se trouve en fait, de mon point de vue, quand je parle de Toutankhamon, c'est ça. Il a réussi ça. Il a eu une vie, il n'a pas vécu longtemps, il est mort, je ne sais pas, en 19-20 ans, quelque chose de ce genre. Mais c'est lui que les ancêtres ont choisi pour arriver jusqu'à nous. C'est quand même quelque chose de remarquable, c'est-à-dire qu'il était quand même particulier, ces garçons. Il était quand même particulier. Et je dis toujours, mon grand regret, c'est que justement, tous ces grands prophètes égyptiens qui ont fait toute cette science, on ne connaît même plus jusqu'à leur nom. Tout est donc vanité dans un sens. Parce que ceux qui ont fait les pyramides, le temple d'Hatchepsout, bon, on peut encore essayer de voir, il y a quelques noms. Imhotep, le grand médecin, on l'appelle Imhotep, ce n'est pas son nom, mais on comprend de qui on parle. Mais qu'on ne connaît même plus jusqu'à leur nom.
C'est quand même quelque chose de fondamental. Et pour l'esprit égyptien, c'était quelque chose de fondamental. Mais au moins, ils ont laissé des écrits. Et par l'exercice de lecture que je tente en fait d'implémenter, c'est-à-dire de pratiquer avec d'autres, c'est de retrouver ça. Parce qu'ils sont vivants. Si je vais vous dire une chose. Je parlais de cela le week-end dernier, enfin, lors d'un cours. La première fois que je suis allé dans un tombeau égyptien, et que j'ai vu Osiris de mes yeux. Oh. Parce que je suis un garçon, je vais vous dire une chose, je me suis longtemps cherché spirituellement, c'est-à-dire au sens où, pas que j'ai été dans beaucoup d'endroits, mais j'ai toujours eu un sentiment j'étais dérangé, quoi. Me dire à Jésus, c'est pas... je ne sentais pas. Mes parents insistaient, non, je ne sentais pas, c'était pas moi. J'allais à la messe, je partais jouer, je me cachais, je faisais des trucs un peu n'importe quoi. Parce que je savais, que j'avais assisté au Cameroun, j'ai eu la chance d'assister au mariage de ma soeur. Le mariage, je la raconte, c'est une histoire que beaucoup ici connaissent. Le mariage de ma soeur où elle avait souhaité que ce soit une bénédiction faite par les Mbambok. Chez les Bassans, on les appelle les Mbambok, c'est-à-dire les initiés. Et c'est pour la première fois en Pays Bassa, j'ai entendu le nom d'Osiris sortir de la bouche de quelqu'un qui n'a rien fait d'égyptologie. C'est-à-dire, mais comment? Mais les Bassans ne l'appellent pas Osiris parce que, bon, pour ceux qui liront mon dernier livre, il y a plusieurs façons de le nommer. Mais le principe d'Osiris, c'est le manque de quelque chose. C'est ce qui permet de générer son nom dans toutes les langues africaines. C'est ce que j'explique. Bon, en Bassa, on dit His. His qui veut dire la totalité, l'absolu, l'alpha et l'oméga. C'est une parole qu'on prononce quand on vous bénit ou quand on vous maudit. Quand on vous bénit ou on vous maudit, celui qui dit His après ça, surtout un bon box, c'est-à-dire que personne ne peut défaire, vous êtes fini. Si c'est la malédiction, vous êtes fini. OK? Si c'est la bénédiction, ça c'est la grâce. Parce que ça veut dire que ce qui est en train d'être fait là, personne ne peut le défaire. Personne. OK? Donc, je travaille déjà sur le nom d'Osiris parce que le nom d'Osiris, c'est quoi? C'est l'œil et le siège. En Bassa, l'œil, c'est Jis. Le siège, c'est Yis. Oh, s'asseoir en fait. Yis, c'est s'asseoir. Et je savais que, du point de vue le travail, lecture phonétique, enfin lecture analytique, c'est la racine qui permet de le révéler. Et j'avais déjà vérifié cela avec le nom originel de Jésus. Parce que vous devez savoir qu'il était appelé His par les Grecs dans le début. Et c'est d'ailleurs resté comme étant... chez les jésuites utilisent ce terme dans leur emblème et qu'ils traduisent Jesus hominem salvator, mais ils trichent parce qu'ils ont voulu pouvoir l'expliquer de cette façon. Mais c'est Yis, c'est ça le véritable nom de ce Dieu qu'on appelle Osiris. En tout cas chez les Bassa. Et j'étais au village, j'étais avec mon père et d'autres, mais c'est mon père qui était à côté de moi. Comme mon Bassa est médiocre, je demandais qu'est-ce que ça veut dire Yis? Il me dit, attends. C'est fini. J'ai vu mon père changer d'aspect. Une fois qu'on avait béni les mariés, il a écarté tout le monde. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, on ne doit plus toucher. Parce qu'ils sont chargés. Les mariés, on ne doit plus les toucher parce que vous pouvez prendre des choses que vous n'avez pas voulu. D'accord? Donc, on doit écarter tout. Donc, j'ai vu mon père changer. Je n'avais jamais vu mon père comme ça. Parce que mon père, c'est quelqu'un qui a été formé à l'école française, ici à la Sorbonne. Il est dans la raison. Voilà. Non, il n'est pas... J'ai vu le gars complètement... Mais il a grandi au village. Donc, il savait ce qui se passe. Voilà. Hey, j'ai vu ça, ça m'a interpellé. Je dis, mais comment? Il s'est ennuyé, nous n'avons jamais montré ça. Non, moi, j'étais un peu triste. Parce que je me suis dit, bon, il a cru dans cette France qui nous a vendu une façon d'être civilisé. Mais il s'est rendu compte, peut-être, avec l'insistance de ma sœur notamment, que voilà, ce n'était pas ce qu'on croyait. Donc, il a accepté que le mariage se passe selon la tradition Bassa. Et j'ai même vu, après la bénédiction des mariés, parce que je vais revenir à Osiris plus tard, les villageois, les gens du village, soit des gens chrétiens qui vont à la messe tous les jours, le jour-là, quand les Mbambok ont fait la bénédiction, là, ils restent dans la... C'est une sorte de bassine, parce qu'ils mettent des choses là, hein, beaucoup de choses, ils chargent. Et vous voyez, l'eau, ce n'est pas l'eau qu'il y a. Vous voyez des choses, ce n'est pas ça. Et j'ai vu les villageois se mettre en file pour pouvoir... Parce qu'une fois qu'on a brisé, on a fait le rituel, tout le monde qui est là le jour-là peut bénéficier de cela. Ils se sont mis tous en rang, soit des gens chrétiens, je dis, mais... On joue à quoi là? On veut même tromper qui ici? Ils viennent, mes tantes chrétiennes anciennes d'église, elles viennent, elles tendent les pieds, le Mbambok bénit les pieds. Je dis, c'est quoi ça? C'est les mêmes qui vous diront aller à la messe. Non, elles savent c'est quoi la vraie chose. Elles savent c'est quoi la vraie chose. Là, j'ai dit, non, ok. Et là, je me trouve donc en Égypte. Et je me suis dit, j'allais expérimenter ça. Parce que je savais que dans ce tombeau-là, ça faisait des milliers d'années qu'on n'avait pas appelé Osiris comme les Bassa l'appellent. Et pour moi, c'était une expérience où
Ah, Dieu. Parce que je sais que dans un tombeau de Pharaon, on fait des rituels avant de graver. C'est comme si quand tu dessines quelque chose, tu amènes la chose à la vie. Donc, c'est Osiris lui-même. Ce n'est pas un dessin, parce que souvent, quand on travaille sur les hiéroglyphes, beaucoup de gens imaginent qu'ils ont des dessins. C'est le Dieu lui-même qui est représenté là. C'est lui-même qui est là. C'est-à-dire que quand ils ont fait ça, si vous êtes un peu familier de la pensée africaine, vous devez savoir que le gars qui a fait ça, ils ont fait des incantations. Donc, c'est là, éternellement, les paroles ont été prononcées, les paroles qu'il faut au moment où il fallait, comme il le fallait. L'Africain n'était pas aliéné à ce moment-là. Donc, je savais que le moment que j'allais dire « his », il allait me dire quelque chose. Parce que ça fait longtemps, parce que les gens rendent les Chinois, les Japonais « Osiris, Osiris, Osiris ». Bon, Osiris, il ne sait pas c'est quoi. Il est là, toujours tranquille. Mais le jour où il va entendre son nom, là, il va dire « il y a un petit ici qui marque ». Il y a un petit ici qui m'a reconnu. Non, et c'était quelque chose d'extraordinaire. J'étais avec un ami guinéen avec sa femme. Il s'appelle Khalidou. D'ailleurs, je vais le voir parce qu'il habite en Côte d'Ivoire. Je vais en Côte d'Ivoire dans quelques jours, demain. Et ça ne se raconte pas, ça se vit, je vous dis, ça se vit. Tu vois toute cette divinité-là, tu dis les choses, ça se vit. Et après, tu dis, bon, moi, je suis purifié, je suis lavé, c'est bon, je peux crever maintenant parce que j'ai rencontré mon Dieu, le Dieu de mes ancêtres. Il me ressemble, il m'aime parce que c'est lui vraiment qui nous a donné la civilisation, la parole, il nous a tout donné. Tout donné, il nous a tout donné. Il est même mort pour nous parce que l'histoire de Jésus, c'est Osiris. Il a été sacrifié, il est mort, il a été découpé en plusieurs morceaux. Mais le voilà maintenant, c'est lui qui juge les défunts. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Non, c'est clair, pour moi, c'était clair. À partir de ce jour, j'ai compris, en fait, c'est pourquoi j'étais né et qu'est-ce qui m'attendait, en fait. Voilà, enfin bref. Donc, voilà. Donc, ici j'explique l'inondation, d'accord? Pourquoi on fait donc ce rapport? Et à cette graphie, c'est encore un homophone. Vous êtes attentifs, c'est toujours le pied et, naturellement, le filet d'eau. Ça, c'est un déterminatif. Hein? C'est le déterminatif, il ne se lit pas. Et cette graphie a le sens de engendrer, inonder. Donc, c'est cette graphie, en fait, qui justifie de ce vocabulaire bonne pour dire verset. C'est la lecture de cette graphie. OK? Et je dis... Cette graphique correspond au copte, parce que le copte a aussi le mot, ils vont dire poné, péné, poné, pan, peine. Verser, couler, être versé, être répandu, écoulement, flux. C'est vraiment ce mot. Le Wolof va dire bena, inondé, mben. Inondation crue, en ewundo, on dit mven, parce que le B se réalise en V, c'est courant. La pluie, en bassa, mbeng. La saison des pluies, c'est toujours ça. En bamoun au Cameroun, ben. La pluie, bakok au Cameroun, ben. La pluie. Le sens d'engendrer, parce que c'est une graphie qui signifie aussi engendrer, est assumé par le bambara bona, qui signifie descendance, progéniture, issu du verbe bo, sortir. L'étone va dire boni, créer, engendrer, fonder, et l'idée d'avoir une érection peut être rapprochée de l'étone ibon, hein, le rapport sexuel, l'acte d'amour. C'est toujours le même mot. À partir de là, mais vous comprenez que c'est une langue non seulement africaine, mais que vous avez le mot qu'il faut pour lire la chose comme il faut, en fait. Voilà. Donc, vous avez naturellement cet objet symbolique. Il n'est pas que symbolique, il est réel. C'est ce qu'on appelle le ben-ben. C'est une pierre sacrée, la pierre sacrée d'Héliopolis, intrinsèquement associée à l'image de cet oiseau. D'accord? Le ben-ben, c'est comme ça que les égyptologues appellent donc cette pierre. C'était une pierre noire, ce qu'on appelle un bétil. Je vais en parler un peu. Et donc, qui était censé en fait représenter l'oiseau lui-même. L'oiseau lui-même. Et vous allez voir le lien avec Vénus, en fait. Parce que je le dis déjà. Pour que vous sachiez où vous allez, vous devez savoir que tout ceci a à voir avec les parties féminines, c'est-à-dire le sexe de la femme. D'accord? Donc, c'est clairement que je le dis pour que vous sachiez où on va. C'est quoi Ngog-Lituba? Ngog-Lituba, c'est un mot en bassa qui signifie le rocher percé, la pierre percée. Lituba, c'est percé, Ngog, c'est la pierre. Bon, ça, c'est la première chose. C'est une grotte, une météorite qui est tombée en Afrique il y a des milliers d'années et que les Bassa ont identifié lorsqu'ils sont arrivés dans ces régions, car ils ne sont pas natifs de ces régions, comme étant le lieu d'où leurs ancêtres sont sortis. Et il explique que la grotte que les Bassa appellent Ngog-Lituba, qui est une métaphore pour dire le sexe de la femme. Ngog-Lituba, tous les Bassa savent que c'est une manière de dire le sexe de la femme. Eh bien, d'autres villages voisins des Bassa, parce que les Bassa, pour Bati, c'est la même tradition, donc les Bati disent Ben-Ben, d'accord, pour nommer cette pierre. Et vous allez voir le lien avec cette pierre qu'on appelle donc le Ben-Ben à Héliopolis, car c'est de cela qu'il s'agit. Okay?
C'est de cela qu'il s'agit. Et les Bassa disent qu'ils sont sortis donc de cette grotte. Hein. Il y a toute une histoire associée d'ailleurs à la figure de l'araignée salvatrice. J'aurai peut-être le temps de revenir sur ces aspects. Alors, la première chose, c'est que vous devez savoir un bétil. Bon, ici, c'est une pièce, une monnaie en bronze frappée à Émez, en Turquie actuelle, qui représente un bétil, une pierre noire de forme conique. On ne voit pas clairement, mais c'est une monnaie d'un empereur. Je crois que c'est Éphésien, ou je ne sais pas lequel, peu importe. Mais je montre ces images pour que vous sachiez que c'est sorti d'Afrique. D'accord? Aujourd'hui, c'est la Kaaba, par exemple, c'est un bétil. D'accord? C'est la même célébration, sauf que les musulmans ne savent pas qu'ils tournent autour du sexe de la femme. Et leur dire même pourrait les choquer, mais ils ne savent pas. Ou alors peut-être qu'il y en a qui sont initiés voilà, aux choses sérieuses, ils savent. Mais toute célébration d'une pierre noire, c'est une célébration de la Vierge. Parce que toute météorite qui tombe sur Terre, c'est un corps de la Vierge, puisque la Vierge est représentée par la voûte céleste, qui est Nout. En Égypte, enfin je dis Nout pour que vous compreniez de quoi je parle, c'est-à-dire la voûte céleste. Donc quand son corps, un morceau de ce corps tombe sur terre, automatiquement ça devient le culte de la Vierge parce que c'est elle qui est là. Okay? Sauf que les Dogons ont une autre approche, eux, ils ciblent les astres, ils vont dire Sirius, ce genre de choses, parce que Sirius c'est l'astre le plus brillant au ciel. Donc ils distinguent cet astre pour en faire un objet concret qui devient l'image de la Vierge dans le ciel. Mais les Bassa, eux, ils disent que c'est Ngogli Touba parce que Ngogli Touba, c'est l'image de Sirius sur terre. Hein, je l'ai souvent expliqué. Et les cultes des pierres noires viennent en fait de cette compréhension. Donc, c'est sorti d'Afrique, bien sûr. Ici, je montre une image importante où on trouve précisément le phénix. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle un naïkos. Hein? Donc, à l'époque, le bétil était enchâssé là-dedans. C'était une pierre noire qu'on mettait là-dedans. Et le bénou, enfin le phénix, vous voyez, l'aigle, bonne, est juste au-dessus, pour indiquer effectivement de quoi on parle, de quoi il s'agit. D'accord? Le naïkos d'un bétil surmonté de l'image d'un aigle, c'est en Syrie du Sud que ça a été retrouvé. Les bétils étaient souvent représentés avec un aigle posé au-dessus au 3e et au 2e et au 3e siècle. Donc c'est comme ça qu'on voit que les Bambara, les Malinké sont passés par là. Bref, l'Afrique s'est exprimée dans ces lieux. Quand on dit Syrie aujourd'hui, beaucoup imaginent un pays d'Arabes. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous devez savoir que les Africains ont été dans ces lieux et ont été administrés ces lieux pendant des millénaires. L'Égypte antique a administré la Palestine pendant des siècles. Donc c'est clair que naturellement la religion était celle-là. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des éléments comme cela. Donc vous voyez que ce n'est pas toujours un héron. Hein, ici c'est clairement un aigle et c'est vraiment de cela qu'il s'agit, c'est Bon. Hein, c'est de cela qu'il s'agit. Donc en Bambara, on va donc dire Bon pour dire l'aigle, mais vous voyez que c'est le nom du trou dans les langues bantoues maintenant. Quand je dis trou, comprenez partie féminine. C'est de cela qu'il s'agit en réalité. Voilà pourquoi on dit que c'est Vénus, parce que Vénus, vous allez le voir en fait, naturellement c'est la Vierge, mais voilà, c'est Aphrodite, c'est la déesse Hathor en Égypte. Donc, le Congo, Cameroun, épone le trou, le Wolof, Ben, le trou. En Wolof, le Wolof va dire Benou, se percer. Le Tchadik, Boun, trou dans la terre. Le Soninké, Foni, le vagin, c'est le nom du Fonio. Si vous êtes attentif, c'est ça. En Bakoko, si épone le trou, Mwaneka, épondo, le trou Bassa, Lipondo, le trou. D'ailleurs, en Bassa, on dit Ngogli Touba ou Ngogli Pondo, c'est la même chose. On appelle aussi cette grotte Ngogli Pondo, c'est-à-dire la pierre percée. Mais on sait tous que c'est les parties féminines. Et c'est de là que vient le culte. C'est un culte rendu à la Vierge, hein, vous devez le savoir. Et naturellement, c'est la raison pour laquelle on trouve donc ces relations qui apparaissent de cette façon. Ici, j'ai voulu montrer une chose simple, parce que vous devez savoir que ça atteint même la représentation d'Hathor, ici, ou Isis, parce qu'Isis porte parfois la même couronne, ce sont des cornes. Et quand vous questionnez le nom des cornes dans les langues africaines, ou de la pointe, parce que ça, c'est le nom de Sirius en Égypte. Okay? Entre antithères, c'est dead, mais c'est une pointe. Il faut nommer la pointe. Et quand vous dites pointe en Bakoko, c'est pen. Bakoko, ben, la pointe. Boussa, ben et les cornes. Ben à cornes. Donc ça, c'est les parties féminines qui sont représentées de cette façon, naturellement, parce qu'on sait que en nommant la chose, on atteint le concept qui est en fait sollicité par le scribe. Donc tout cela procède en fait du même mot. Et les images peuvent varier, mais lorsque vous avez le souci du vocabulaire, vous comprenez qu'en réalité, il ne s'agit pas d'y voir plusieurs dieux, comme certains l'imaginent, mais c'est simplement plusieurs façons de représenter une seule et même chose, car le vocabulaire, naturellement, est très riche et on peut toujours le comprendre. Donc, c'est la déesse Hathor qu'on représente comme ça. Elle devient Aphrodite chez les Grecs, ça c'est documenté, et Vénus, bien sûr, c'est Aphrodite. Donc, voilà pourquoi on va dire que le Benou est associé à Vénus. Parce que vous devez comprendre le lien, c'est dû au rapport. D'ailleurs, quand on parle du monde de Vénus, on parle du pubis féminin. D'accord? Donc vous devez savoir qu'il y a un rapport étroit entre des parties féminines et tout ce que je suis en train de décrire ici. Ici, bon, je montre rapidement d'où vient le nom Hathor,
Tore, c'est le trône, l'autorité. Le trône, c'est Isis. Parce que je voulais simplement que vous sachiez que quand je dis Hathor, n'imaginez pas que ce n'est pas Isis. Hathor, c'est Isis, c'est la même déesse. Il n'y a qu'une manière de la représenter. Parce que les Soninké, c'est Tore, Tori, intronisé. Le Copte va dire Tore pour dire la déesse. Hein, Tore, c'est la déesse. C'est ce mot qui devient Hathor. Hein, puisqu'on dit Niten Tore pour dire Dendera, c'est-à-dire la ville d'Hathor. C'est une Tore, la déesse. Et c'est le nom des étoiles. Voilà pourquoi il y a toujours un rapport privilégié avec les étoiles, les astres, et notamment Sirius, qui est donc l'image même de la Vierge dans le ciel. Et les Dogons vont donc dire Sigitolo pour dire Sirius, quand les Bambara disent Sigidolo pour dire Vénus. Et j'aime à poser la question de savoir, mais quelle est la différence précisément entre Sirius et Vénus? La différence, on l'aperçoit au niveau du cycle. Parce que Sirius, c'est à l'année. À chaque levée héliaque, c'est-à-dire lever en même temps que le soleil. Héliaque vient du grec hélios, qui veut dire le nom du soleil. Donc, quand on dit un lever héliaque, ça veut dire un lever en même temps que le soleil. Donc, à chaque lever héliaque, eh bien, on assistait au début de l'année en Égypte, à l'inondation, c'est-à-dire au début de l'inondation et au début de l'année du calendrier égyptien. Par contre, à chaque lever héliaque de Vénus, c'est-à-dire chaque jour, parce que Vénus c'est l'étoile du matin, eh bien on assiste aussi à la naissance du soleil. Donc vous devez savoir que ce n'est qu'une question de cycle. Sirius est à l'année, le soleil va renaître pour l'année. Vénus, c'est chaque jour, il renaît pour chaque jour. Donc il ressuscite chaque jour pour Vénus et à l'année pour Sirius. Mais c'est toujours la Vierge, parce que ces astres sont des images de la Vierge dans le ciel, parce que l'astre se lève quelque temps avant le soleil, et le soleil apparaît tout de suite. Et on dit que la Vierge a enfanté. Hein, c'était vraiment de cela qu'il était question. Voilà pourquoi les Africains vont développer tout un culte, naturellement, autour de ces pierres noires qui symbolisent en fait ces astres. Okay? Donc, voici dans les tombeaux des pharaons ce que vous trouvez, une représentation de Sirius, c'est-à-dire Isis. On sait que c'est Isis parce qu'il y a son signe ici, ensuite il y a le signe de Sirius. Et voici la graphie la plus souvent représentée, donc c'est une pointe. La chose